C'est vendredi, c'est le sport. Et ce soir, on va parler du Togo avec une question. Quel entraîneur pour les éperviers du Togo? On évoquera également la Super League qui se déballonne. Le foot européen reprend son souffle. Et puis en Angleterre, Tottenham se sépare de Mourinho. Plus tellement Special One. Et ce sera avec Henri Akodo d'AfriqueExpressSport.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos amis. Les éperviers du Togo n'ont plus d'entraîneur depuis quelques jours déjà. Leur ancien sélectionneur Claude Leroy a démissionné le 12 avril dernier. Il leur faut donc un nouveau coach. Dans un document rendu public le 21 avril, la Fédération togolaise de football a annoncé l'ouverture du processus de recrutement d'un nouvel entraîneur pour les éperviers du Togo. Processus de recrutement sur des bases bien précises. Henri Akodo, il faut dire que la FTF ne veut pas d'un entraîneur amateur. Bien évidemment, au vu des enjeux qui attendent cette sélection nationale qui est en pleine déliquescence depuis quasiment 5 années, une sélection nationale qui n'a plus de résultats probants et après la fin du cycle de Claude-Marie François Leroy, la fédération veut renouer avec, en tout cas, de très bonnes performances avec l'équipe nationale Fanion et ça passe indubitablement par... en tout cas le recrutement d'un sélectionneur de qualité qui est capable de pouvoir mettre en exécution toute l'ambition au niveau de la Fédération togolaise de football. Et donc sur cette base, l'instance fédérale de football togolais, en collaboration avec le ministère des Sports, a lancé bien évidemment un appel à candidature et pour être entraîneur, en tout cas pour pouvoir postuler, il faut remplir un certain nombre de critères, notamment avoir les diplômes requis, en tout cas l'un des diplômes requis, notamment la licence A ou B CAF, la licence UFAA ou la licence Pro UFA ou tout diplôme équivalent. Il faut être d'une bonne moralité, il faut avoir une bonne expérience dans le domaine. Il faut également être capable de bien s'exprimer en français, être capable de pouvoir conduire un staff. Il faut avoir un certain nombre de qualités, notamment, en tout cas, la connaissance minutieuse du football africain, du landerneau footballistique africain. Voilà un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour postuler, bien évidemment, à cette candidature-là pour devenir le prochain sélectionneur du Togo, le 27e, puisqu'il y en a eu déjà 26, de Jean Robin, le premier sélectionneur du Togo, le français, en 1965, il a cumulé 7 ans à la tête de cette sélection-là. Celui qui a battu tous les records de longévité, c'est l'entraîneur, en tout cas, allemand, bien évidemment. Pfister ou... Non. Gottlieb Göller. Le nom m'échappait un peu. Il a passé 2 décennies à la tête du Togo. Il était venu dans les années 70. Il est revenu par après, dans les années 98. Il a passé quasiment 20 ans pour son premier passage à la tête de cette sélection. C'est lui qui bat le record de longévité, en passant par Claude-Marie François Leroy, qui est le 3e, 5 ans. Ergard Vogel, un autre Allemand. Il y a eu d'autres sélectionneurs, en tout cas togolais, qui sont des nationaux. Il faut le préciser. Kodoui Mawena a fait un passage, Paul Zoubédé, Tchanile Tchakala, Tchanile Bana, qui est l'un des coachs nationaux, le seul d'ailleurs qui a qualifié le Togo pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2002 au Mali. Donc voilà un peu toute l'historiographie. Je pense aujourd'hui qu'il est très important que le processus qui vient d'être enclenché puisse se passer dans de très bonnes conditions. Un aspect très important également, que moi je pense que la fédération doit pouvoir mettre en évidence dans ce processus-là, dans ce process de désignation du prochain sélectionneur, il faut véritablement que la commission qui a été mise en place, la commission technique qui a été mise en place, puisse étudier de manière minutieuse les rapports que Claude-Marie François Leroy a déposés, en tout cas au niveau de la Fédération togolaise de football. C'est très important. Claude Leroy, il a fait son temps, il a un bilan assez mitigé.
pour être, en tout cas pour utiliser une douce métaphore, bien évidemment, parce que le Togo a eu à disputer une Coupe d'Afrique des Nations sous Claude Leroy, la CAN 2017, mais derrière, c'est l'hécatombe avec des mauvais résultats. Sous Claude Leroy, il y a eu des résultats, en tout cas peu reluisants, mais il y a eu également des aspects qu'il va falloir prendre en compte. Donc, véritablement, je pense que cette commission technique-là, mise en place par la Fédération et le ministère des Sports, doit pouvoir lire ce rapport-là et désigner le nouveau sélectionneur sur la base d'un certain nombre de choses. Je pense aujourd'hui qu'il est très important. Le sélectionneur qu'on va avoir pour les 3 prochaines années, puisqu'il est promis à ce sélectionneur à un contrat de 3 ans, doit en tout cas répondre véritablement aux ambitions de la fédération. Est-ce qu'on veut participer à la prochaine Coupe du Monde, puisqu'on sait que les éliminatoires commencent en juin prochain. Le Togo est dans une poule assez compliquée avec le vice-champion d'Afrique, le Sénégal, la Namibie, le Congo. Après, il y aura les playoffs, match aller-retour, en tout cas au niveau des barrages. Est-ce qu'on veut sacrifier ces éliminatoires de la Coupe du Monde pour préparer, bien évidemment, les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la CAN 2023? Je pense que le prochain sélectionneur qu'on désignera au niveau de la fédération, en tout cas, l'ambition que la fédération aura est tributaire un peu du profil de ce sélectionneur-là. Alors, quand on regarde quand même les conditions posées par la fédération, est-ce qu'on doit dire que cette fois-ci, la FTF est à la recherche d'un profil différent de Claude Leroy, ou bien c'est un Claude Leroy autre? Il faut préciser une chose, ce n'est pas quand même inédit, en tout cas, c'est ces conditions-là. Parce que je pose la question par rapport à Claude Leroy, il les remplissait, mais on a vu, les résultats n'étaient pas là. Oui, bien évidemment, Claude Leroy, il remplissait ses conditions. Claude Leroy, grand monsieur, en tout cas, grand connaisseur du football africain, ancien sélectionneur du Cameroun en 88, il a dirigé la sélection sénégalaise, le Ghana, les 2 Congos, la RDC par 2 fois, le Congo-Brazzaville par 1 fois. Claude Leroy, c'est quand même quelqu'un qui est nanti de diplômes. Il est titulaire d'un diplôme pro UEFA, c'est le plus haut grade de diplôme au niveau du monde footballistique. En tout cas, il avait tous les coups de France nécessaires, mais il n'a pas pu réussir, bien évidemment, parce que peut-être l'écosystème du football togolais également ne permettait pas qu'il puisse bien réussir sa mission. Parce qu'il faut le rappeler, on ne peut pas séparer le rôle de la direction technique nationale, la qualité de notre championnat, de nos championnats nationaux, la qualité de la formation. On ne peut pas séparer tous ces aspects-là des résultats de la sélection nationale. Tout simplement parce que quand vous n'avez pas pu former de jeunes joueurs qui sont capables de pouvoir intégrer la sélection nationale, quand vous n'avez pas un championnat très compétitif dans lequel, en tout cas, on est capable de dénicher, de dégoter de talents pour constituer la sélection nationale, vous ne soyez pas surpris qu'il n'y ait pas de résultats au bout. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il ne suffit pas seulement de lancer un appel à candidature pour un sélectionneur. La fédération est en train de faire les choses dans les règles de l'art. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Il faut que les choses soient transparentes. Il faut qu'il y ait une certaine traçabilité dans les choses. Mais la seule désignation du prochain sélectionneur, en tout cas, ne sera pas véritablement la solution aux maux qui gangrènent le football togolais. Il faut véritablement, je l'ai souvent dit, qu'on puisse repenser la politique sportive de notre football, mettre en place des infrastructures de qualité, mettre l'accent sur la formation des jeunes, mettre l'accent également sur la semi-professionnalisation de notre championnat. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourrait avoir une sélection nationale avec une équipe très compétitive, avec des joueurs de talent, pour pouvoir véritablement aller conquérir l'Afrique et le monde. Est-ce que devant ces conditions, un sélectionneur local a des chances? Peu importe. Pour moi, Samuel, je vais être franc à ce sujet. La question du sélectionneur, en tout cas, que ce soit un local, que ce soit un expatrié, m'importe peu. Aujourd'hui, il faut véritablement que le prochain sélectionneur puisse remplir ces conditions-là, puisse être quelqu'un qui est dévoué au travail, qui maîtrise la matière. Il ne faut pas qu'on puisse être, en tout cas, l'assis sur
sur les conditions. Il faut véritablement que la personne puisse remplir ces conditions parce que les enjeux qui nous attendent sont assez grands, sont assez élevés. Le Togo, en tout cas de toute l'histoire, je pense que c'est la première fois que le Togo sort de 2 campagnes d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations consécutives en perdant tous ces matchs à la maison. En ne gagnant pas de match à la maison, j'allais dire. Donc c'est quand même ahurissant. Le Togo, en 2006, était dans le top 50 des nations de football dans le monde. Aujourd'hui, on est 133e. Ça fait mal. Il faut que le football togolais se réveille, que ça soit un national ou un expatrié. Il faut véritablement que cette personne-là soit dévouée au travail, qu'il ait également les moyens nécessaires que l'on aura eu pour pouvoir nous faire rêver à nouveau. Et ce processus de désignation du sélectionneur lancé, le deadline, c'est quand? Quand est-ce qu'on connaîtra le nom du nouveau sélectionneur? A priori, dans le communiqué de la Fédération togolaise de football, il n'y a pas eu de précision par rapport aux dates, par rapport, en tout cas, à la date de la désignation de ce prochain sélectionneur. En tout cas, on va espérer que les choses aille avec une certaine célérité, puisque les éliminatoires qui arrivent, en tout cas, sont à nos portes. Ouais. On va voyager sur Dakar pour l'ouverture des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Donc, c'est très important qu'on puisse avoir, en tout cas, le sélectionneur très tôt pour qu'il puisse préparer dans de très bonnes conditions ces prochaines séances-là. Et le nouveau sélectionneur, quelle équipe va-t-il trouver? Ça, c'est la grande interrogation. Je pense aujourd'hui que, comme je le disais tantôt, Claude-Marie François Leroy n'a pas eu des résultats, mais il a eu à convoquer un certain nombre de joueurs qui ont une expérience avérée, même si certains n'ont pas eu la chance de pouvoir donner la pleine mesure de leur talent. Je pense aujourd'hui que le prochain sélectionneur ne doit pas tout jeter, ne doit pas balayer tout du revers de la main. Il doit pouvoir compter sur la plupart de ces cadres-là de la sélection, essayer de pouvoir aller dénicher d'autres talents et véritablement permettre à cette équipe-là d'être assez compétitive. Vous avez aujourd'hui notre capitaine qui est Jean Dakunan Ortega, qui joue au niveau de Getafe en Espagne. Ilas Bebou qui est au niveau d'Ofnam en Bundesliga. Ce sont les 2 têtes de proue qu'on a au niveau de la sélection parce qu'ils évoluent à un niveau assez élevé. Ouais. Je pense qu'on peut construire un projet cohérent autour de ces 2 joueurs-là. Il y a d'autres joueurs également, Fodo là-bas, les Fleurs d'Haïti, mais également d'autres jeunes joueurs qui frappent à la porte, notamment les locaux qui ont brillé au Chan et qui ont intégré récemment la sélection nationale, Tchaki Marouz, Ouro Agori Ismaël, Nan Richard. Je pense que le prochain sélectionneur doit pouvoir se baser sur, en tout cas, ce groupe-là, pour pouvoir véritablement permettre au Togo d'avancer. Il y a également un aspect qu'il ne faut pas occulter. Le prochain sélectionneur du Togo, forcément, qu'il aura des ambitions, un projet de jeu. Le projet de jeu qu'il aura, dépendra véritablement des joueurs qu'il va sélectionner également. Est-ce que le prochain sélectionneur va pouvoir privilégier un système tactique de 4-2-3-1, un système qui permet à l'équipe de pouvoir occuper toute la largeur, un système qui met en évidence également, en tout cas, les qualités des latéraux, les ailiers de débordement qui constituent des rampes de lancement de l'équipe, un système également qui permet à l'équipe de pouvoir contre-attaquer rapidement. Est-ce qu'il va privilégier un 4-3-3 où ils seront attentistes et permettre et faire des transitions rapides pour aller faire mal à l'adversaire? Donc tout dépendra du dispositif tactique qu'il veut mettre en place. Ce dispositif tactique-là sera lié forcément au joueur qu'il aura à convoquer. Deuxième sujet, on va parler donc de la Super League qui s'est déballonnée. La Super League s'est dégonflée. Le renoncement des clubs anglais puis de l'Atlético, suivi du constat d'échec de 3 équipes italiennes, a précipité la déroute de cette compétition dissidente mercredi après seulement 48 heures d'existence, même si son patron Fiorentino Pérez assure qu'elle reste en stand-by. On a vu cette annonce qui a été ressentie dans la sphère du football comme, j'ai envie de dire, une bombe atomique. Finalement, c'était un coup de bluff. Je ne saurais le dire, mais pour aller à l'essentiel, il faut préciser que ce projet de la Super League, c'était quoi concrètement?
ces grands clubs, ces grosses écuries du football européen ont décidé de pouvoir mettre en place une compétition, en tout cas réformer la Ligue des champions actuelle pour que cette compétition devienne une super ligue où les 15 grands clubs européens vont pouvoir y participer de manière permanente et ils vont laisser la possibilité à 5 autres clubs de pouvoir venir également participer à cette compétition si ces clubs-là le méritent. Donc, ce projet de réforme que voulaient mettre en place ces grosses équipes européennes, notamment 12 clubs, le Real Madrid avec à sa tête son président Florentino Pérez, qui est d'ailleurs le président qui pilote ce projet, la Juventus de Turin, Manchester United, Chelsea et d'autres clubs anglais. Ce projet, véritablement, ne passait pas au niveau de l'Union européenne de football association, parce que véritablement pour l'Union européenne de football association, ce projet tue le football. Qu'est-ce qui milite en la faveur de, qu'est-ce qui sous-tend même ce projet là selon ses initiateurs, ses précurseurs, notamment Florentino Pérez? Il parle d'une crise au niveau du football européen sur le plan économique, surtout avec la pandémie de la Covid-19, qui a fait perdre des centaines de millions, en tout cas d'euros, aux grands clubs européens, notamment le Real Madrid, qui a perdu 400 millions d'euros en espace de 2 années. Et donc, à ce titre-là, il faut une nouvelle compétition pour renforcer l'attractivité de cette compétition-là et drainer des sponsors, faire évoluer les droits télé pour que ces clubs-là puissent renflouer les caisses. Il sous-tend qu'il faut véritablement s'adapter à l'ère du temps afin de pouvoir, en tout cas, gagner encore, conquérir encore d'autres cœurs. Il parle des fans et tout ça là, donc véritablement voilà un peu ce qui sous-tendait le projet que voulait mettre en place Florentino Pérez et ses amis, notamment le président de la Juventus de Turin, Andrea Agnelli, et tous les autres présidents des clubs anglais qui sont curieusement des Américains. Pourquoi simplement ne pas avoir proposé une réforme de la Champions League? Bien évidemment, la question elle est bien posée. Il faut préciser que depuis fort longtemps, ces grosses écuries, ces grands clubs européens ont toujours poussé l'UEFA à bout. Quand on revoit un peu l'historiographie de la Champions League, c'était une compétition créée dans les années 60. Elle a évolué avec le temps. En 93, elle a pris le nom de la Champions League tout simplement parce que les grands clubs européens à l'époque, le Milan, le Real Madrid, le FC Barcelone, ont poussé l'UEFA à faire une réforme. Et il faut préciser que le format actuel de 32 équipes permet à ce qu'il y ait d'autres petites équipes, notamment des équipes ukrainiennes, de la Russie. Si vous arrivez à pouvoir être premier de votre championnat, vous participez à la compétition. Mais la condition est que ces grosses écuries aujourd'hui, qui même véritablement veulent faire cette réforme-là au niveau de l'Europe, avaient poussé également l'UEFA à ce qu'elle puisse réduire un peu le nombre de ces petites équipes-là. Quand vous êtes premier du championnat ukrainien, vous passez d'abord par le tour préliminaire avant d'accéder à la Champions League. Alors que quand vous êtes premier au niveau du championnat d'Angleterre ou bien au niveau du championnat d'Espagne, vous accédez immédiatement aux compétitions européennes. Maintenant, qu'est-ce qui cause réellement le problème aujourd'hui quand ils tiennent mordicus à leur projet de Super League, de Ligue fermée? C'est parce que véritablement, ils sont... il y a de l'appétence, il y a de la cupidité. Ils veulent renflouer les caisses. Ils veulent véritablement, en tout cas, avoir leurs intérêts au gré de l'intérêt général. Donc, à ce niveau-là, cela ne fait pas bien. Et l'UEFA, en tant qu'organe régulateur du football européen, en tant qu'organe qui a cette mission-là de pouvoir organiser le football européen, doit pouvoir taper du poing sur la table pour protéger également les petits clubs. Parce que pour les pourfendeurs de cette compétition, le fait de pouvoir organiser une ligue fermée décrète la mort des championnats nationaux. Pour l'expliquer, c'est simple. Quand vous participez permanemment à cette ligue fermée, ça voudrait dire implicitement que si vous terminez 20e de votre championnat national,
vous avez toujours la possibilité d'y participer. Alors que le football se repose sur des valeurs, les valeurs de mérite sportif, les valeurs de compétitivité. Donc, c'est trop facile d'avoir cette garantie-là aujourd'hui au niveau de ces grands clubs. Donc, à ce niveau-là, ça ne respecte pas les valeurs même que pour le sport, l'éthique, la solidarité. Quand on parle de réforme aujourd'hui, il faut préciser que l'UEFA, avant même cette annonce catastrophique de ces 12 clubs, avait sur sa table, en tout cas, un projet de réforme. Et donc, ce projet de réforme va commencer à partir de la saison 2024-2025 avec 36 équipes. Ces 36 équipes-là vont pouvoir jouer dans une même poule et on va dégager les 8 premiers qui vont participer au 8e de finale. Entre le 9e et le 24e, on va disputer les playoffs pour dégager les autres équipes qui vont participer au 8e de finale. Et puis, le reste de la compétition va s'enchaîner. Et cela va permettre de pouvoir renflouer les caisses et faire la rétribution au niveau de ces clubs-là. Donc, ça, c'était le projet de l'UEFA. Et avant que les 12 clubs ne font cette annonce-là, l'UEFA avait entériné ce projet, notamment au niveau de sa commission des compétitions. Et le mardi dernier, c'est-à-dire le 20 avril, lors de son 45e congrès, l'UEFA a entériné cette réforme, le comité exécutif, et ça va prendre forme à partir de 2024. Donc, l'annonce faite par ces 12 clubs-là était une annonce concurrentielle par rapport au projet de l'UEFA. Heureusement que ça n'a pas prospéré, puisque rapidement, avec les manifestations, les protestations, les clubs anglais ont commencé par quitter un à un ce projet, et finalement, ce projet est mort-né, même si le président Florentino Pérez tient toujours mordicus à son projet. Il y a une chose également qu'il faut relever rapidement, Samuel, c'est que quand vous voyez un peu le profil de ceux qui pilotent ce projet-là, moi, je ne suis pas étonné. Florentino Pérez, c'est un grand mania de l'immobilier, des BTP au niveau de l'Espagne, patron d'une multinationale des BTP ACS. Il dirige cette entreprise-là depuis quasiment 20 ans. C'est la 9e fortune d'Espagne. Vous avez d'un côté le président Andrea Agnelli de la Juventus, qui est en tout cas de cette richissime famille turinoise, la famille Agnelli. Ils ont des actions dans les grosses entreprises italiennes, notamment au niveau de l'écurie Fiat, pour ne citer que celle-là. Donc, ce sont des gens qui sont des capitalistes, entre guillemets, et qui veulent toujours en avoir plus. Malheureusement, que le football, ce n'est pas seulement que de l'argent, ce sont des valeurs, notamment la solidarité, le partage et l'acceptation de l'autre. Le troisième sujet, l'Angleterre. Tottenham se sépare de Mourinho, arrivé il y a 17 mois. Pour relancer Tottenham et sa carrière aussi enlisée l'un que l'autre, José Mourinho, démis lundi de ses fonctions, aura brièvement fait illusion avant d'être rattrapé par ses résultats décevants et son attitude en dehors du terrain. Mes méthodes et celles de mon staff ne sont surpassés par personne au monde, fanfaronnait encore fin février, celui qui s'est auto-proclamé le Special One quand la presse lui demandait si les moins bons résultats de son équipe le faisaient parfois douter. Finalement, le miracle Mourinho n'aura pas eu lieu. Le miracle n'aura pas eu lieu. Mourinho, au fil des années, est en train de perdre sa verve. Il faut avoir le courage de le dire. Mourinho, l'entraîneur lusitanien, qui s'est fait illustrer de la plus belle des manières lors de la saison 2003-2004 avec le FC Porto, où avec fanfaronnade, il a eu à remporter la Champions League avec une équipe des joueurs pas connus, Derlei, Benny McCarthy, Deco, Ricardo Cavallo, José Bonsiqua, pour ne citer que ceux-là. Derrière, il a eu la chance, le mérite d'aller diriger Chelsea, mais finalement, il a été limogé, même si il a rebondi par la suite au niveau de l'Inter de Milan, où il a remporté son 2e titre de Champions League. Au fil des années, ce sont des contre-performances. Avec le Real Madrid, c'était un échec cuisant, son passage, avec des éliminations à répétition au niveau de la demi-finale de la Champions League. Il a fait également Manchester United en 2018, limogé. Et c'est le 5e limogeage de José Mourinho en 20 ans de carrière. Je pense que son passage au niveau de Tottenham aura été assez court. C'est le plus court passage de sa carrière, même où il a fait 17 mois.
seulement, 86 matchs, 45 victoires, 14 matchs nuls, 25 défaites. C'était quand même un bilan peu reluisant pour le Special One, qui a perdu de sa verve, qui a perdu de sa philosophie footballistique, qui est basée sur un football pragmatique, direct, avec une défense de fer, une défense qui est capable de pouvoir faire le dos rond et une attaque rapide vers l'avant. Mais finalement, il n'a pas pu réussir au niveau des Spurs. Il paye un peu ses mésententes avec le président de Tottenham, Daniel Levy, et finalement, il n'aura pas laissé une grande trace au niveau de cette formation londonienne. C'est assez triste pour le grand monsieur José Mourinho, qui part quand même avec une très bonne indemnité de licenciement, 90 millions d'euros. Il est coutumier en la matière, parce que ces contrats souvent sont assez faramineux, et donc ça lui permet de pouvoir véritablement, en tout cas, sortir avec des indemnités qui pourront peut-être le compenser. Est-ce que le problème de Tottenham aussi, ce n'est qu'un problème d'entraîneur? Tottenham s'enlisait aussi bien avant Mourinho. Ah oui, effectivement, il faut le préciser. Même si Tottenham a fait la finale de la Champions League en 2019, depuis le départ de Mauricio Pochettino, c'est quand même une équipe qui véritablement a perdu sa place. Elle est 7e aujourd'hui, à 6 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Tottenham, aujourd'hui, c'est un effectif, en tout cas, qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions, parce que quand vous avez dans votre équipe des joueurs comme Tanguy Ndombele, même si je ne veux pas enlever le talent que ce joueur a, en tout cas, il faut quand même préciser que ce n'est pas un top player. Quand vous avez un joueur comme Lucas Moura, qui a fait un passage mitigé au niveau du PSG dans votre effectif. En tout cas, ce n'est pas un effectif assez compétitif pour pouvoir rivaliser avec les autres grands clubs de l'Angleterre, notamment Man City, Liverpool et Chelsea ou Manchester United. Donc, il faut également dire qu'il paye un peu également le mauvais casting au niveau de la politique sportive du club. Un autre entraîneur s'annonce déjà? Aujourd'hui, c'est Mason, l'entraîneur de la réserve, qui prend les rênes de cette équipe. En tout cas, je pense que le président Daniel Levy, c'est un président assez ambitieux. Tottenham, c'est un club qui a toujours une très bonne cote en Angleterre. Et forcément, qu'il y aura d'autres noms qui vont être associés très bientôt à ce projet-là. Henri Akodo, merci. C'est bon. La pause, le journal, regard croisé.